Quoi? Vous vous rappelez pas de moi? Mais si, je suis le mec qui fait des vidéos découvertes de Paris, Rome, Londres et des vidéos Pokémon. Voilà. Bah oui, je sais bien que j'ai mis en pause les vidéos pendant les vacances, mais quand même, ça fait pas aussi longtemps que ça. Presque 2 mois. Eh ben boulot alors. Bonjour et bonne rentrée à tous. J'espère que vous avez pu vous reposer pendant les vacances. Moi non. Bon, le bon côté, c'est que j'ai pu voyager et donc préparer pas mal de vidéos. Et dans celle-ci, on part à la découverte d'une toute nouvelle destination sur cette chaîne, la capitale de la République tchèque, Prague. Bon, on commence à en avoir l'habitude, on va commencer par s'intéresser à quelques informations concernant notre destination et son histoire. Nous nous dirigeons donc vers la République tchèque, pays d'Europe centrale coincé entre l'Allemagne, la Pologne, l'Autriche et la Slovaquie. Son territoire est divisé en 3 régions, la Bohême, la Moravie et une petite portion de la Silésie. Et c'est en Bohême que nous nous rendons aujourd'hui, et arrête avec cette chanson, parce que ça veut pas dire la même chose. L'accent circonflexe, c'est le berceau du peuple tchèque, et l'accent grave, c'est une façon de vivre au jour le jour. Au sein de la Bohême, donc, on retrouve la ville de Prague. Bien que ses alentours soient habités dès la préhistoire, on considère les Celtes boïens comme les premiers habitants de la région de l'actuelle Prague aux alentours de l'an -200. Et c'est d'ailleurs ce peuple qui donne son nom à la région. On avance de plusieurs siècles jusqu'en 870, année durant laquelle est érigé sur l'une des rives de la Vltava le château des Přemyslides. On peut dès lors parler de la ville de Prague, bien qu'elle soit en fait constituée de plusieurs villes limitrophes et indépendantes. Petite digression au passage, bien qu'on pourrait penser que la Vltava est à Prague ce que la Seine est à Paris ou ce que la Tamise est à Londres, il s'agit en fait d'une rivière affluente de l'Elbe. Tel un village sur Clash of Clans, le château et la ville bénéficient d'améliorations au fil du temps, permettant à Prague de devenir capitale du royaume de Bohême en 1085. En 1355, Prague continue son glow-up et est proclamée capitale du Saint-Empire romain germanique par Charles IV. Puis, de 1376 à 1836, tous les rois de Bohême sont sacrés à Prague dans l'enceinte du château. Le 12 février 1784 est une date très importante pour Prague, car elle marque la fusion de 4 des villes originelles et indépendantes qui forment alors la métropole royale de Prague. Par la même occasion, celle-ci devient la 2e plus grande ville de l'Empire d'Autriche avec 75 000 habitants. De 1850 à 1909, 4 quartiers sont incorporés officiellement à la ville, qui devient en 1918 la capitale de la Tchécoslovaquie suite à la prise d'indépendance du pays. Par la suite, la ville subit une vague de terreur nazie au cours de la Seconde Guerre mondiale, avant de passer aux mains des communistes à la fin du conflit. Le 1er janvier 1993, la dissolution de la Tchécoslovaquie en 2 États distincts est proclamée. Prague devient alors la capitale de la Tchéquie, statut qu'elle détient encore aujourd'hui. Ainsi, de nos jours, Prague compte environ 1,3 million d'habitants, ce qui représente tout de même 10% de la population tchèque. Néanmoins, elle n'est qu'au 14e rang des villes les plus peuplées d'Europe, loin derrière le trio de tête. Malgré son statut de l'une des plus belles villes d'Europe, Prague ne compte que 5 millions de touristes annuels, ce qui la classe derrière Bruges, Lyon ou encore Toulouse. Cette statistique est d'ailleurs étonnante, tant Prague représente une ville attrayante sur le papier. En effet, bien que communiste pendant une grande partie du XXe siècle, la ville s'est adaptée au mode de vie occidental, avec l'apparition de multiples enseignes internationales et la construction de nombreux centres commerciaux. Le climat y est continental, avec un été chaud, et la Vltava qui traverse la ville offre la possibilité d'y effectuer des croisières et apporte un certain cachet à la capitale. Enfin et surtout, ce qui fait le charme de Prague, c'est la richesse architecturale dont elle fait preuve. On tombe nez à nez avec des chefs-d'œuvre de bâtiments à chaque coin de rue, et la beauté des façades pragoises lui confère le surnom de ville sortie d'un conte de fées, sobriquet, il faut le dire, amplement mérité. Et puisqu'on parle de jolies façades et bâtiments, il est impossible de ne pas évoquer la place de la vieille ville de Prague, qui, en plus d'être un lieu apprécié des touristes, est tout simplement un concentré d'œuvres architecturales toutes plus belles les unes que les autres, comme en témoigne l'église Saint-Nicolas datant du XVIIIe siècle, l'église Notre-Dame de Tin, dont la construction remonte elle au XIVe siècle, le mémorial de János, héros national tchèque devenu allégorie du combat contre l'oppression catholique, impériale et allemande, et surtout la tour de l'hôtel de ville qui n'est ni plus ni moins que l'un des symboles de Prague. Cette tour de style gothique, bâtie en 1338, fait partie de l'ancien hôtel de ville. Mais du coup, pourquoi cette tour est-elle un symbole de la ville de Prague? Eh bien, ce n'est pas tant la tour en elle-même, mais plutôt l'un des éléments qui la composent. L'horloge astronomique de Nicolas de Cadot, installée en 1410 et remaniée par le maître horloger, attention préparez-vous, Annus de la Rose en 1490. Si vous avez rigolé, vous inquiétez pas, parce que moi aussi. La légende veut d'ailleurs qu'Annus se soit fait crever les yeux pour l'empêcher de recréer un tel chef-d'œuvre ailleurs. Ou alors c'est peut-être juste parce qu'il avait une tête de cul.
Néanmoins, et comme on peut s'y attendre pour une création si ancienne, l'horloge a dû être réparée plusieurs fois, et notamment en 1948, après avoir été incendiée par les Allemands lors de leur fuite 3 ans plus tôt. Toutefois, ces réparations n'ont rien enlevé à la beauté originelle de l'œuvre. D'ailleurs, 3/4 des éléments sont encore d'origine. Bien, maintenant nous allons étudier cette œuvre un petit peu plus en détail. Tout d'abord, en dessous de l'horloge, on trouve un calendrier réalisé en 1886 qui illustre de l'intérieur vers l'extérieur les signes du zodiaque, des scènes de la vie paysanne de Bohême et les mois de l'année. Ce calendrier est flanqué de 4 statuettes représentant l'archange Saint-Michel, un philosophe, un astronome et un chroniqueur. De part et d'autre de l'horloge se situent 4 personnages, ou plutôt 4 allégories. La vanité, l'avarice, la mort et la convoitise. Et alors au niveau du fonctionnement de l'horloge en elle-même, va falloir s'accrocher, mais ça vaut le coup. Le fond fixe représente les moments de la journée, l'aube, le jour, le crépuscule et la nuit, qui sont indiqués par la position du soleil dans le ciel. Le soleil indique également l'heure en 12e de jour via son positionnement sur l'une des 12 courbes dorées. Sur les extrémités de ce fond se trouvent les heures telles qu'on les connaît en chiffres romains, qui sont elles indiquées par la main dorée. Le deuxième élément important est le cercle zodiacal. Celui-ci bouge au fil du temps et affiche le signe astrologique actuel indiqué par le soleil. Sur le cercle extérieur, on peut lire en chiffres arabes l'heure en ancien temps tchèque qui exprime le nombre d'heures écoulées depuis le coucher du soleil plus 30 minutes. Ce cercle est mobile afin qu'il puisse s'adapter à l'évolution du coucher du soleil au cours de l'année. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a également la lune qui indique à la fois le positionnement de la lune dans le ciel et la phase lunaire actuelle, c'est-à-dire nouvelle lune, premier quartier, demi-lune, troisième quartier ou pleine lune. Et enfin, parce qu'il n'y en avait pas encore assez, la petite étoile dorée indique le temps sidéral, qui est le temps des étoiles. D'où la petite étoile. C'est malin. Ainsi, si on applique tout ça, on voit qu'au moment de la prise de vue affichée à l'écran, il faisait jour. Bon, on n'a pas besoin d'une horloge pour savoir ça. Il était environ 8 h du matin, soit 13h30 depuis le coucher du soleil, ou encore 2/12e de jour, et nous étions aux alentours du 23 août, début de la période du signe astrologique de la Vierge. Mais t'as pas parlé de la phase lunaire? Ouais, mais je sais pas. Et le temps sidéral? Ouais. Enfin bref, la cerise sur le pompon, c'est que toutes les heures de 9 h à 23 h, des centaines, que dis-je, des milliers de personnes s'agglutinent au pied de la tour afin d'admirer le spectacle grandiose du défilé de Saint-Pierre et des 12 apôtres. Ouais. Voilà. Enfin bref, c'est sur cette légère déception que nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo. Nous venons donc d'évoquer l'un des symboles de Prague avec l'horloge astronomique, et bien nous allons maintenant nous intéresser à 2 autres monuments iconiques de la ville. Et on commence tout de suite avec l'un de ces 2 symboles, puisque pour atteindre notre destination finale, il nous faut emprunter le pont Charles. Construit entre 1357 et 1380 sur ordre de l'empereur Charles IV, d'où le nom, ce pont en pierre de plus de 500 mètres de long a pendant longtemps été l'unique point de liaison entre les 2 rives de la Vltava. Et longtemps, c'est un mot adéquat, puisqu'il est resté le seul pont traversant cette rivière jusqu'en 1741, soit 361 ans. Ce qui fait la renommée de ce pont, en plus des tours qu'il arbore à ses extrémités, ce sont les nombreuses statues qui ornent toute sa longueur. En effet, ce sont 30 statues qui ont été installées en vis-à-vis, donc 15 de chaque côté, entre 1683 et 1714, soit quand même plus de 300 ans après la construction du pont. Depuis cette époque, plusieurs statues ont été remplacées par des copies facilement reconnaissables à leur teinte plus claire. Allez, à ton tour maintenant. À ton avis, ces statues sont-elles des originales ou des copies? En effet, les 2 étaient originales, bravo! Après avoir traversé le pont, on arrive au pied du 3e et dernier symbole de la ville, le château de Prague. Sauf que j'ai bien dit au pied, donc il faut monter. Beaucoup, trop. Cependant, l'installation du château à cet endroit était tout à fait stratégique, cette position offrant une vue imprenable sur toute la ville. Comme on l'a vu lors de la première partie de cette vidéo, le château de Prague a été construit en 870 par les Přemyslides. Les Přemyslides forment une dynastie princière et royale ayant régné sur la Bohême, la Moravie, la Pologne et la Silésie du 9e siècle jusqu'en 1521. Au départ doté de bâtisses en bois, le château verra apparaître plusieurs constructions en pierre qui lui permettront d'évoluer au fil du temps jusqu'à obtenir une distinction dans le livre Guinness des records en tant que plus grand château ancien au monde avec une superficie de 570 mètres de longueur sur 130 mètres de large. Ayant échappé au bombardement de la Seconde Guerre mondiale, le château de Prague regorge de merveilles qui font aujourd'hui sa renommée. La première d'entre elles, et la plus importante, c'est l'édifice qui est visible depuis quasiment n'importe quel endroit de la ville, la cathédrale Saint-Guy.
La construction de cet ouvrage, dont le premier architecte fut Mathieu Darras, un Français, s'est étalée de 1344 à 1929, soit 585 ans de travaux. Et il fallait au moins ça pour réaliser un tel chef-d'œuvre d'architecture gothique. 124 mètres de long, 60 mètres de large, 33 mètres de hauteur sous la voûte, 2 tours de 82 mètres de hauteur et une autre qui culmine à plus de 96 mètres. Pas de quoi rougir face à Notre-Dame de Paris. Et ça, c'est que l'extérieur. Et quand on pénètre à l'intérieur de la cathédrale, on est encore plus émerveillé par ce qui s'offre à nos yeux. Tout d'abord, on se sent minuscule, comme écrasé par la grandeur de ce qui nous entoure. La voûte, les sculptures, l'orgue. Puis on découvre un baldaquin qui surplombe la tombe de Saint Jean Népomucène, selon la légende torturé et jeté du pont Charles pour avoir refusé de partager au roi Venceslas les confessions que la reine lui avait faites. Le roi et la reine qui assistaient d'ailleurs à la messe depuis l'oratoire royal qui nous surplombe. Mais surtout, ce sont les vitraux qui nous impressionnent le plus, tant leurs couleurs, auxquelles ne fait pas du tout hommage la caméra de mon téléphone, sont puissantes. Et finalement, en étant au cœur de cette scène quasi irréelle, on finit simplement par rester sans voix. L'autre édifice religieux du château de Prague est la basilique Saint-Georges. Érigée dans un style roman en l'an 925 et reconstruite suite à un incendie au XIIe siècle, elle bénéficie au XVIIe siècle de l'ajout d'une façade baroque. Cependant, cette modification ne concerne que la façade, comme on peut le voir en entrant dans le bâtiment, dont l'intérieur dégage une sobriété et une austérité certaines. Cependant, en prêtant attention à ce qui nous entoure, on découvre plusieurs éléments intéressants, comme une crypte renfermant les sépultures de certains des prémislides, des reliques macabres, des peintures murales et voûtales et des peintures de voûte qui valent le coup d'œil, et même la présence des blasons des Greyjoy, Tyrell, Lannister, Tully et de la garde de nuit. Bon, celle-là faut connaître Game of Thrones pour la comprendre. Bien, éloignons-nous désormais des édifices religieux et dirigeons-nous vers un bâtiment chargé d'histoire, l'ancien palais royal du château de Prague. Construit à partir de 1135, il s'agissait tout simplement du siège des rois de Bohême jusqu'au XVIe siècle. Et ce qui fait sa renommée, c'est la salle Vladislav. Réalisée à la fin du XVe siècle, elle accueillait des bals, des assemblées, des fêtes de couronnement, des audiences royales ou encore des tournois. D'ailleurs, elle est encore utilisée aujourd'hui pour les élections présidentielles et pour certaines grandes cérémonies d'État. Cependant, un élément du palais vient contrebalancer la connotation festive de cette grande et belle salle, la fenêtre de la défenestration. Je m'explique. Le 23 mai 1618, un groupe d'aristocrates anti-Habsbourg s'introduisit dans le palais, accusant les gouverneurs, eux pro-Habsbourg, de perturber la paix qui régnait au sein du royaume de Bohême. Une altercation éclata alors et dans le chaos, les 2 gouverneurs et un scribe furent jetés de cette fenêtre. Étonnamment, les 3 survécurent et ne souffrirent que de blessures mineures. Cependant, cet acte déclencha l'un des plus grands conflits européens modernes, la guerre de 30 ans. Une autre salle importante du palais est la salle de la Diète. Alors, pas diète dans le sens régime, mais dans le sens assemblée politique. Ainsi, dans cette salle avaient lieu les réunions de la Diète, composée du roi, de 30 aristocrates, 30 nobles et 30 bourgeois. Durant ces sessions, ils décidaient des taxes, de la levée des armées, du don de citoyenneté ou de sujets religieux. Cette salle était également utilisée par la cour de justice, dont les sessions étaient transcrites par un scribe dans des registres. Et ces registres étaient stockés dans le bureau des registres. Logique. Mais le problème, c'est que... Tiens, d'ailleurs, à votre avis, c'est quoi le problème avec les registres? Ils ont été pillés? Ce serait pas étonnant. Ils ont été brûlés? Ce serait pas étonnant. Ils ont été modifiés? Ce serait pas étonnant. Ils ont été transformés en pâte à sel? Bon, là ce serait étonnant. Et oui, ils ont été brûlés. Bien joué. Et donc le 2 juin 1541, un incendie s'est déclaré dans le château de Prague, dévastant de nombreux endroits, dont le palais royal et donc les registres de la cour de justice. C'est au total 100 livres, soit environ 60 000 entrées, qui ont disparu ce jour-là. Il ne restait, par chance, plus que les registres des années 1316 à 1325 qu'une personne avait ramené chez elle pour faire des heures sup. Enfin bref, le plus impressionnant dans cette pièce, ce ne sont pas les registres, mais les armoiries des familles nobles de Bohême qui recouvrent à la fois les murs et le plafond. Finalement, c'est un peu l'équivalent des posters et cadres que l'on accroche aujourd'hui chez nous. T'as fait ce parallèle juste pour montrer tes cadres, hein, ouais? Absolument. Quittons désormais l'ancien palais royal et promenons-nous dans l'enceinte du château. Et oui, un château fort, ce n'est pas un seul bâtiment, mais plutôt une sorte de ville dans la ville qui est censée abriter tous les habitants en cas d'attaque. Et donc, dans l'enceinte du château de Prague, il y a des rues.
Et l'une d'entre elles, composée de petites maisonnettes, est particulièrement reconnue, la Ruelle d'Or. La légende veut qu'elle tienne son nom des alchimistes qui y habitaient autrefois et qui tentaient de transformer le plomb en or. Bon, en réalité, c'est pas vraiment ça. À la base, les maisonnettes étaient occupées par les domestiques du château, puis elles furent habitées par des soldats et ensuite par des orfèvres. Et c'est de là que vient le nom de la rue. Cette ruelle est donc connue grâce à ces petites maisonnettes de toutes les couleurs. La taille de ces habitations s'explique par le fait qu'à l'époque, aux alentours du XVIe siècle, elles étaient destinées à n'être occupées que provisoirement. Au fil du temps, les maisons se sont agrandies, jusqu'à quasiment encombrer la rue. Puis, celles-ci ont été démolies et ont retrouvé leur taille originelle au cours du XIXe siècle. Ces maisonnettes ont été habitées jusqu'en 1952 et depuis elles ont été rénovées et accueillent aujourd'hui une exposition qui retrace la vie de la Ruelle d'Or au cours des 5 derniers siècles. On peut ainsi découvrir une galerie dédiée aux anciennes armures, boucliers et armes, la maison d'un alchimiste, son lit et ses fioles, un atelier de poterie, la maison d'un herboriste, pharmacien de l'époque, celle d'une couturière, et la maison de soldats dont les armes devaient être l'œuvre du forgeron voisin et qui se retrouvait sûrement dans cette taverne. Finalement, cette exposition remplit parfaitement son rôle et nous offre un voyage dans le passé des plus passionnants. Également, une maison un peu plus grande que les autres nous intrigue. C'est ici qu'habitait la voyante Matilda Pruchova. Tout de noir vêtue et coiffée d'un chapeau à plumes d'autruche, elle accueillait dans son salon des gens venus de par-delà les mers. Mais elle fut torturée à mort par la Gestapo à cause de ses nombreuses prédictions de la chute du Troisième Reich. Elle a peut-être même péri dans la prison qui se situe au bout de la Ruelle d'Or, et dans laquelle on peut observer des tas d'instruments de torture plus sympathiques les uns que les autres. C'est d'ailleurs peut-être même son propre crâne que l'on peut encore observer aujourd'hui. C'est sur cette vision macabre que va s'achever ce premier épisode de notre découverte de Prague. Une vision d'horreur qui contraste très fortement avec la beauté et la magie qui rayonnent de la capitale tchèque. Cette vidéo s'arrête donc ici, mais pas notre voyage à la découverte de Prague. Il nous reste encore de nombreuses choses à apprendre et à découvrir, et ce, dès le prochain épisode. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire et en laissant un like. Partagez la vidéo à vos amis, plus on est de fous, plus on rit. Expression nulle. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. C'était l'Explorator, à plus tard.